Imaginez un instant ce tableau apocalyptique. 2000 navires, 3200 embarcations de tout pavillon et de toute taille, figées dans une immobilité forcée, les moteurs tournant au ralenti, les cargaisons pourrissant dans les cales et les équipages bloqués sous un ciel de plomb. Bienvenue dans le détroit d'Ormuz en ce printemps 2026. Ce goulot d'étranglement de seulement 33 km de large est devenu en l'espace de quelques semaines l'étendue d'eau la plus dangereuse de la planète. Autrefois, 20% du pétrole mondial transitait par ici chaque jour, alimentant les économies de l'Asie, de l'Europe et des Amériques. Mais ce temps appartient désormais au passé, car à l'heure actuelle, le flux est tari. L'Iran a mis à exécution la menace qu'il brandissait depuis des décennies. Téhéran a tourné les clés de l'économie mondiale et refuse de les rendre. Pourtant, ce qui se joue sous nos yeux est peut-être plus remarquable encore que le blocus lui-même. Au lieu de s'effondrer, au lieu de capituler ou d'attendre un miracle diplomatique qui semble s'éloigner chaque jour davantage, le monde a pressé un bouton différent. 3 projets titanesques, l'un perçant les montagnes, l'autre traversant les déserts sur des rails d'acier, le troisième sillonnant la péninsule arabique par des pipelines stratégiques, sont déjà en train de réécrire les règles du commerce mondial. Une fois achevée, la plus grande carte maîtresse de l'Iran ne sera plus jamais jouable. Pour comprendre l'ampleur de ce séisme géopolitique, il faut remonter à l'origine de la crise actuelle. Le 2 mars 2026, l'Iran a officiellement fermé le détroit d'Ormuz à tout trafic maritime non iranien. Ce n'était ni une menace vaine, ni un simple coup de semonce diplomatique. Cette décision radicale est intervenue en réponse directe à l'opération Epic Fury, la campagne militaire coordonnée lancée par les États-Unis et Israël le 28 février 2026. Le choc a été immédiat, se propageant comme une onde de choc sur tous les marchés de matières premières, affectant chaque compagnie maritime et chaque gouvernement du globe. Selon les données de l'Agence internationale de l'énergie et de l'administration américaine de l'information sur l'énergie, environ 20 millions de barils de pétrole par jour passaient par le détroit avant le conflit. Du jour au lendemain, ce robinet a été coupé net. Amin Nasser, le PDG de Saudi Aramco, a confirmé lors d'une conférence téléphonique le 10 mars dernier que les exportations depuis Ras Tanura, le principal terminal d'exportation du royaume dans le Golfe, qui traite habituellement 5,5 millions de barils par jour, étaient effectivement interrompues. Il a averti que la compagnie ne disposait de stocks adéquats pour maintenir ses flux que si le conflit ne s'inscrivait pas dans la durée. Conséquence immédiate, les taux de fret ont explosé et les cours du brut ont franchi la barre des $100 le baril en quelques jours. L'Organisation maritime internationale rapporte que des milliers de navires sont immobilisés autour du détroit, tandis que la société d'intelligence maritime Windward a identifié 27 superpétroliers alignés rien qu'à Yanbu, attendant désespérément de charger du pétrole saoudien dérouté via la mer Rouge. Parallèlement, les Houthis au Yémen ont déjà prouvé par le passé que l'entrée sud de la mer Rouge, le détroit de Bab el-Mandeb, restait à leur portée. Avant le cessez-le-feu négocié par Oman en mai 2025, leurs attaques avaient ciblé plus de 170 navires. Mais aujourd'hui, cette trêve vacille, plaçant le commerce mondial dans un étau qui se resserre des deux côtés. C'est précisément à ce moment de pression maximale qu'une dynamique extraordinaire se met en place. Le monde ne se contente pas d'attendre des secours, il construit ses propres voies d'évacuation. Le premier de ces projets, sans doute le plus audacieux sur le plan technique, est le canal des montagnes Hajar. Le concept est d'une simplicité désarmante mais d'une réalisation titanesque. Creuser une voie navigable directement à travers l'un des terrains les plus accidentés de la Terre pour relier le golfe Persique à la mer d'Oman, sans jamais toucher les eaux iraniennes. Il s'agirait de permettre aux plus grands superpétroliers de naviguer à travers une montagne sur la péninsule de Musandam, cette pointe rocheuse contrôlée par Oman qui s'avance dans le détroit. Sur une carte, la distance semble minime, quelques dizaines de kilomètres seulement. Mais la réalité géographique est tout autre. Les montagnes Hajar culminent à plus de 3000 mètres d'altitude, avec des sommets calcaires s'élevant brusquement au-dessus du littoral. Les vidéos promotionnelles qui circulent en ligne montrent un corridor de 32 km de long, 25 mètres de profondeur et 300 mètres de large, équipé de 3 systèmes de verrouillage massifs pour équilibrer la différence de niveau de la mer. Le coût estimé oscille entre 100 et 300 milliards de dollars, des chiffres que de nombreux ingénieurs jugent encore sous-estimés. Une analyse publiée par Arab News souligne que le franchissement de la chaîne des Hadjar nécessiterait non pas 3,
mais potentiellement plusieurs centaines de systèmes de sas, chaque structure étant comparable en échelle au plus grand barrage du monde. Le véritable obstacle n'est pas financier, c'est la montagne elle-même. Traverser cette chaîne de 100 km de large impliquerait de déplacer plus de roches que n'importe quel autre projet de construction humaine dans l'histoire. À cela s'ajoute le problème crucial de l'eau. Contrairement au canal de Panama qui bénéficie de précipitations abondantes et d'un lac naturel, les Hajar sont une zone désertique. Chaque cycle de verrouillage exigerait de pomper des volumes colossaux d'eau de mer à une altitude considérable, entraînant des coûts énergétiques faramineux. Si les experts d'Arab News concluent pour l'instant que ce canal relève plus du rêve que de la réalité immédiate, l'idée elle-même est politiquement vivante. Le Defense Horizon Journal propose d'ailleurs une version plus pragmatique, un corridor de 116 km reliant Sharjah, côté Golfe, à Fujairah, côté mer d'Oman. Plus court et potentiellement capable de transporter 20 à 25 millions de barils par jour, ce projet à 100 milliards de dollars représenterait la police d'assurance la plus importante de l'histoire moderne. Tandis que les ingénieurs débattent des sommets montagneux, un second projet ne demande plus aucune permission. Il est déjà en cours d'exécution. Dans les déserts d'Irak, ce qu'on appelle la route du développement est en train de devenir l'artère commerciale la plus stratégique du XXIe siècle, bien qu'elle reste encore largement ignorée par les grands médias internationaux. Il s'agit d'un réseau combiné de chemins de fer et d'autoroutes de 1200 km partant du port irakien de Grande Fo dans le golfe Persique, remontant vers le nord par Bassora, Bagdad et Mossoul, pour entrer en Turquie au poste frontière d'Ovaköy. De là, le réseau se connecte aux infrastructures turques existantes jusqu'à la frontière bulgare, ouvrant une porte directe sur l'Union européenne. Avec un coût révisé à près de 24 milliards de dollars, ce projet promet un coup de pouce économique de 50 milliards de dollars et la création de plus de 60 000 emplois. Contrairement à d'autres méga-projets de la région souvent perçus comme des mirages, celui-ci bénéficie d'un élan concret. En avril 2024, le président turc Recep Tayyip Erdogan s'est rendu à Bagdad pour signer un protocole d'accord quadrilatéral avec l'Irak, le Qatar et les Émirats arabes unis. Le modèle de financement est acté et le design est finalisé. Le 5 décembre 2025, le premier ministre irakien Mohamed Shia al-Soudani a personnellement inauguré les 63 premiers kilomètres d'asphalte s'étendant du port de Grande Fo vers Khor al-Zubeir. Dans son discours, il a souligné sa volonté de faire passer l'Irak d'une économie de rente à un pôle de soutien pour l'agriculture, l'industrie et le commerce international. La Banque mondiale a d'ailleurs approuvé un projet de modernisation ferroviaire de 930 millions de dollars pour soutenir cette vision, estimant que cette connectivité stimulera la croissance et réduira la dépendance au pétrole. La logique stratégique de cette route dans le contexte de la crise d'Ormuz est d'une simplicité brutale. Les navires peuvent être minés ou coulés par des missiles, mais un chemin de fer protégé sous le sable ou une autoroute sécurisée constituent des actifs d'une toute autre nature. Selon l'Union internationale des transports routiers, un transport terrestre entre la Pologne et les Émirats via la Turquie et l'Irak ne prend désormais que 12 jours, contre 21 jours pour l'itinéraire maritime via le canal de Suez. À terme, cette route terrestre vise à transporter 7,5 millions de conteneurs et 33 millions de tonnes de marchandises par an. Pour les pays du Golfe, cela signifie que le pétrole et le gaz peuvent désormais être transférés à Grand Fo sur des trains et arriver en Europe en moins de 2 semaines, faisant de la Turquie le pont terrestre indispensable entre l'Est et l'Ouest, et permettant à l'Irak de retrouver son rôle géopolitique central. Pourtant, des complications subsistent. Les milices pro-iraniennes en Irak ont déjà mené des attaques contre les bases turques. Et la question kurde dans le nord de l'Irak reste un foyer de tensions politiques qui pourrait fragiliser l'édifice. Mais comme le notent les observateurs, la flèche a quitté l'arc et les investissements sont déjà là. Le troisième projet est sans doute celui qui porte la charge politique la plus élevée. Lors d'une conférence de presse à Jérusalem, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a présenté ce qu'il appelle la seule réponse durable à long terme à la crise d'Ormuz. La construction de pipelines vers l'ouest, traversant la péninsule arabique jusqu'au port méditerranéen d'Israël, éliminant ainsi purement et simplement les goulots d'étranglement maritimes. Ce plan, soutenu par des rapports financiers et des médias régionaux, envisage un réseau de pipelines partant des vastes champs pétroliers d'Arabie Saoudite et des Émirats, traversant le désert jordanien pour aboutir aux ports de Haïfa et d'Ashdod. De là, l'énergie s'écoulerait directement vers les marchés européens.
Ce projet s'inscrit dans le cadre plus large du corridor économique Inde, Moyen-Orient, Europe, dévoilé lors du sommet du G20 à New Delhi en 2023. La guerre avec l'Iran n'a pas créé cette idée, elle l'a turbo-compressée. Cependant, un obstacle majeur demeure, l'Arabie saoudite. Jusqu'à présent, Riyad est resté sur la réserve. Malgré l'intérêt stratégique évident, le processus de normalisation entre les deux pays a subi un coup d'arrêt après les événements d'octobre 2023. Mais la douleur économique commence à peser lourdement. Avec 20 000 marins bloqués et des pertes de revenus quotidiennes massives, la pression pour trouver une issue est immense. Le groupe de construction libanais CAT Group a déjà reçu des demandes de renseignements sur divers pipelines, signe que les capitaux commencent à bouger dans l'ombre. Si Riyad acceptait officiellement de router ses exportations via Israël, cela représenterait un séisme politique sans précédent, redessinant définitivement la carte énergétique du siècle. En attendant que ces méga-projets sortent de terre, une infrastructure bien réelle travaille déjà à plat régime, l'oléoduc Est-Ouest saoudien, affectueusement surnommé le Petroline. Construit en 1981 pendant la guerre Iran-Irak, ce pipeline de 1200 km traverse toute la largeur de l'Arabie saoudite jusqu'au port de Yanbu sur la mer Rouge. Conçu initialement pour donner au royaume une marge de manœuvre en cas de crise, il n'était pas censé supporter la totalité des exportations saoudiennes. Pourtant, c'est ce qu'il fait aujourd'hui. Le 11 mars 2026, il a atteint sa capacité maximale de 7 millions de barils par jour. Grâce à cet effort technique, les cours du pétrole n'ont pas encore atteint des niveaux catastrophiques, mais le fossé reste immense. Avant la guerre, Hormuz voyait passer entre 15 et 20 millions de barils par jour. Même à plein régime, toutes les routes alternatives combinées ne peuvent remplacer qu'une fraction de ce volume, laissant un déficit structurel de plus de 10 millions de barils par jour. De plus, l'utilisation massive du pétroline pour le brut se fait au détriment du transport de gaz naturel et de produits distillés. L'Europe est ainsi confrontée à une crise aiguë de carburant pour l'aviation et de diesel, car ces produits raffinés, qui arrivaient par mer, sont désormais bloqués derrière le verrou iranien. Les Émirats arabes unis ont également activé leur pipeline Habshan-Fujairah, permettant d'exporter 1,5 million de barils par jour en dehors du détroit, mais cela ne suffit pas à combler le manque. Le danger est que déplacer les exportations vers la mer Rouge ne fait que relocaliser la vulnérabilité. Les infrastructures de Yanbu restent exposées aux drones et les navires doivent toujours franchir Bab el-Mandeb pour rejoindre l'Asie. Face à cette réingénierie mondiale, Téhéran ne restera probablement pas les bras croisés. L'Iran a une longue expérience de la stratégie asymétrique. Les drones kamikazes, les cyberattaques sur les systèmes de gestion des pipelines et les opérations de sabotage par procuration sont autant d'outils que le régime peut utiliser pour sectionner ces nouvelles artères terrestres. Pourtant, la machinerie du capital mondial semble avoir déjà pris sa décision. Les signatures au bas des accords de la route du développement sont à l'encre indélébile. Les discussions financières pour le pipeline de Haïfa impliquent des banques sur 3 continents. L'histoire nous montre que chaque fois qu'une puissance a tenté de contrôler un passage stratégique, que ce soit Gibraltar, Suez ou Malacca, le monde a fini par construire une alternative. Le détroit d'Ormuz n'échappe pas à cette règle, c'est seulement une question de calendrier. Les navires actuellement immobilisés sont peut-être les derniers d'une génération à être totalement dépendants de ce passage étroit. Leurs successeurs auront des choix, et dans le commerce mondial, le choix est la seule chose qu'un blocus ne peut pas confisquer. C'est cette mutation profonde, ce démantèlement systématique de l'atout géographique iranien par les ingénieurs et les financiers que nous observons en temps réel. La carte du Moyen-Orient est en train de changer à jamais, non pas par les bombes, mais par l'acier, l'asphalte et une volonté politique née de la nécessité absolue de ne plus jamais être pris en otage par 33 km d'eau.